Du luxe, de l'art de vivre, du patrimoine, cap sur l'immobilier de prestige dans cette émission. On va rêver. Figaro Immo, c'est parti. Deux experts sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler d'immobilier de prestige notamment à Paris, mais aussi évoquer le patrimoine, l'art de vivre et l'immobilier. Richard Zipin, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de Barnes. Julien Magiteri, bonjour. Bonjour Olivier. Julien, directeur général de Barnes Family Office by Com. Peut-être en introduction justement à tous les deux, pour donner un peu votre état d'esprit, quel lien faites-vous entre l'immobilier, l'art de vivre et le patrimoine ? Richard. Eh bien, Barnes, comme vous le savez, a une histoire. Elle a été créée il y a plus de 25 ans, cette marque. Et puis, à force de son développement et de son positionnement plutôt haut de gamme, nous avons rencontré de nombreux clients qui étaient sensibles à l'art de vivre. Et donc, on a décidé progressivement d'orienter nos activités et de pouvoir nous adapter à cette clientèle. Donc l'immobilier dans un premier temps, avec toute la déclinaison de ce qu'on peut trouver dans l'immobilier, transactions, location, gestion, etc. Et puis progressivement, le haut de la pyramide de notre clientèle, qui était souvent des passionnés de montres, de voitures anciennes, de bateaux, de vignobles, etc. Finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir des verticales qui élargissaient l'offre de ce qu'on pouvait leur proposer pour justement répondre à cet art de vivre qu'ils ont. Et puis c'est vrai que Paris et la France, mais Paris en particulier, est le symbole d'un certain art de vivre qui est assez recherché par cette clientèle à l'international. Donc voilà pourquoi ce concept s'est développé. Très bien. Julien. Je répondrai la conjugaison de la passion et du sens. Aujourd'hui, le nouveau visage, en tout cas de la clientèle fortunée, répond évidemment et attend des rémunérations, de la performance sur leurs investissements, mais pas que. L'ambition est de pouvoir réunir justement la performance, mais également le sens. Et notre métier est assez simple. Finalement, c'est réunir le savoir-faire, évidemment la technicité. On parlera sans doute d'ingénierie patrimoniale, on parlera de l'actualité internationale, mais pas que. Il s'agit aussi de pouvoir... c'est un savoir-être. Et le savoir-être, c'est justement de pouvoir comprendre, et Richard vient de l'expliquer, comprendre ces nouveaux visages, ces nouvelles attentes de la clientèle de gestion de fortune, qui, au-delà même de l'investissement, vient chercher une cohérence avec ce qu'ils sont, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent transmettre, faire, en activité ou en dehors de leurs activités. Nous accompagnons des entrepreneurs, des familles, mais des sportifs également de haut niveau. Et l'idée est de mettre pour nous en cohérence, de coordonner l'ensemble. Et donc, je réponds, donc passion, essence, pour pouvoir coordonner évidemment leurs investissements, que ce soit dans l'immobilier, sur l'ensemble des classes d'actifs d'ailleurs, mais pas que, l'art, les véhicules de collection, les montres. Voilà, donc nous sommes ce chef d'orchestre pour pouvoir coordonner cet ensemble. Très bien, et on va y revenir bien sûr tout à l'heure. Richard, l'actualité, l'immobilier de prestige à Paris, si on devait faire tout d'abord un état des lieux. Je vais essayer d'être synthétique. 2025 a été une très bonne année, a été quasiment notre année record depuis 20 ans. Si on met entre parenthèses l'année 2022, qui était celle que nous connaissons tous, caractérisée par un taux d'intérêt en dessous de 1% et des prix très élevés, donc une année exceptionnelle. Oui. Donc à partir de cette année, vous avez ensuite la crise, parce qu'il a fallu attendre que les taux d'intérêt passés de 1 à 4,5 redescendent, donc on a vécu cette crise. Mais 2025, c'est une année où les taux et les prix ont finalement trouvé des niveaux acceptables par nos clients. Et donc là, cette année 2025 a été une espèce d'année de rattrapage des 2 ans de crise et donc des 2 années de retenue des projets. Je dis une belle année parce que finalement notre activité a progressé de 20% en 2025, mais à partir d'octobre 2025, on a senti quand même une sorte d'accalmie qui était finalement liée sans doute au contexte politique. Les successions de premiers ministres, cette attente interminable du budget, du vote du budget, fait que finalement ça a dû créer une sorte de flou artistique dans l'esprit de nos clients. Et de l'attentisme. De l'attentisme. Ouais. Évidemment, ils se posaient de nombreuses questions sur qu'est-ce qui va nous tomber dessus du point de vue fiscal, sans aucun doute. Et donc, à partir d'octobre, ça a été moins bien. Et ça a duré sur le premier trimestre 2026. Donc, c'est vrai que vous m'auriez posé cette question il y a 3 semaines, je vous aurais dit
ça se passe pas très bien et finalement la tendance n'est pas très bonne parce que en plus de cette attente, vous avez les municipales, vous avez la guerre qui a éclaté, donc forcément ça vient se superposer et ces clients qui étaient un peu attentifs le sont peut-être encore plus. Et mai, avril a été un très bon mois. D'accord. Et mai se présente pas trop mal. Donc on est dans un marché peut-être de sursaut. Un marché qui se retient, qui repart, qui est très difficile à analyser. Mais en tous les cas, on va dire que le premier semestre 2026 ne sera peut-être pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait l'imaginer il y a 3 semaines. D'accord. À Paris même, quels sont, Richard, les secteurs les plus attractifs et ou aussi les biens les plus recherchés, là aussi, si vous deviez faire une synthèse? Oui. Il y a un secteur qui est très demandé par l'ensemble de nos, on va dire, les high net worth individuals, voire ultra, c'est la rive gauche. Et en particulier le 6e et le 7e qui met tout le monde d'accord, que ce soit les Français ou les étrangers, c'est l'endroit qui fait rêver tous ceux qui ont les moyens, que ce soit pour une résidence principale ou pour une résidence secondaire. Donc le 6e et 7e marchent très bien. Et ce que nous pouvons constater, nous, de façon plus globale, c'est que ce qui marche bien, c'est soit le très beau bien, le bien zéro défaut, l'appartement dernier étage, ensoleillé, pas trop de travaux, avec une vue sur un monument, tout ce qui fait rêver. Et ce bien-là se vendra très cher et très vite. Des ventes flash en moins de 72, en moins de 48 heures, ça se passe chaque semaine chez nous. À l'inverse, les biens vraiment pas chers dans des quartiers en devenir, qui peuvent être même des secteurs de report de quartiers plus chers, marchent bien aussi. Parce que finalement, les gens ont peut-être les moyens un peu plus limités, prennent des emprunts un peu plus limités. Et je dirais même que les petits appartements marchent, les petites pépites, marchent bien. Le ventre mou, l'appartement familial qui se trouve au 2e étage, relativement grand, pour lequel le propriétaire attend un prix élevé, là, ça prend beaucoup plus de temps, d'autant que nous avons peut-être 30 ou 50% de mandats en plus cette année par rapport à l'année dernière. Donc vous avez une offre pléthorique, vous avez un contexte compliqué. Avec une demande de plus en plus sélective aussi. Sélective et qui peut se le permettre parce que le contexte est compliqué. Les prix restent parfois un petit peu élevés. Et comme vous avez beaucoup de biens à vendre, il suffit qu'il y ait un défaut quelque part pour que le client qui visite, qui revisite, qui revient avec son architecte, finalement s'arrête et se dira, bon, dans 15 jours, 3 semaines, je retrouverai sans doute un bien sans défaut. Donc c'est un marché qui demande beaucoup plus de travail et qui est plus compliqué à travailler et qui est aussi plus compliqué à analyser. Sur l'évolution des prix, je sais que c'est difficile, chaque bien est unique, mais quand même, pour donner des tendances dans cet immobilier de prestige. Alors, les prix ont clairement baissé pendant les 2 années de crise 2023-2024, de l'ordre de moins 10%. Mais encore une fois, il faut nuancer, parce que vous avez des quartiers comme la Rive Gauche qui ont sans doute un peu moins baissé. Vous avez des appartements dernier étage, quel que soit l'arrondissement, qui n'a pas baissé, et vous avez le reste de l'immeuble, on va dire du rez-de-chaussée au premier et quelques étages au-dessus qui ont beaucoup baissé, et puis des arrondissements qui sont trop chers. Enfin, vous avez des nuances dans tous les sens. Donc c'est là où, évidemment, l'agent immobilier a une expertise qui fait la différence, parce que c'est très difficile pour un acquéreur lambda de se faire une idée sur le marché. Mais globalement, les prix ont baissé. Et il y a encore des endroits où les prix doivent baisser et des endroits où les prix se tiennent très bien. Je vous donne un exemple dans le 16e arrondissement, qui est un secteur qui a très bien marché en 2025. C'est un secteur, malgré tout, qui propose énormément de qualité. Vous avez des superbes écoles, vous avez des grandes avenues arborées, vous êtes au cœur de Paris, vous avez des monuments, vous avez tout ce qu'il faut. Eh bien, ce secteur n'est pas si cher que ça si on le compare au 8e ou à la Rive Gauche, qui, là, sont des arrondissements relativement chers. Donc autour de quoi, 15 000 € du mètre carré ou un peu plus, pour avoir une fourchette alors, à peu près? Vous avez la moyenne annoncée par la Chambre des notaires, qui peut être autour des 10 000 – 11 000 €. Vous avez la moyenne qui est vendue par Barnes, qui est plutôt autour des 14 000 € le mètre carré. Ouais. Mais après, vous avez, je vous donne un exemple, on vient de vendre un très bel appartement qui frôle les 40 000 € le mètre carré dans le 16e. Donc, tout est possible. C'est une question d'offre et de demande. Et les biens d'exception, vous avez beaucoup de clients qui ont largement les moyens de se faire plaisir. Donc, vous avez des biens d'exception qui peuvent monter très haut. Et la clientèle étrangère, alors quelle nationalité? En premier, toujours les Américains? Alors, ce qui est amusant, c'est que depuis le mois d'octobre, on a
beaucoup, relativement beaucoup, de clients très aisés qui ont des beaux appartements, qui les mettent en vente, prétextant qu'ils vont quitter la France. Ça, c'est significatif, c'est clair. En parallèle, vous avez un bon nombre de clients étrangers qui s'intéressent à la France, qui s'intéressent en particulier à Paris. En numéro 1, vous avez les Américains, mais vous avez des Asiatiques, des Philippins, vous avez évidemment au Moyen-Orient, des gens qui s'intéressent, les Libanais, les Moyen-Orientaux, qui s'intéressent à Paris, pas forcément pour venir s'y installer immédiatement, mais pour acheter un bien qui leur permettrait d'abord de déployer leurs actifs de façon rassurante, et puis peut-être de venir s'y installer si les choses devaient se compliquer dans leur pays d'origine. C'est vrai pour les Moyen-Orientaux, mais c'est vrai pour les pays de l'Est. C'est vrai pour les Sud-Américains, c'est vrai pour un certain nombre de clients étrangers qui sont d'origine de pays dans lesquels il y a une certaine instabilité. Donc finalement, on critique beaucoup Paris ou la France en disant qu'on est surchargé de fiscalité, ce qui est sans doute en partie vrai. Mais en tous les cas, pour beaucoup de clients, on ne se prendra jamais une bombe sur la figure à Paris. Et donc, ça reste quand même un lieu d'exception qui séduit la terre entière. Alors, pour nous faire rêver aussi, quelques exemples peut-être de biens vendus ou à la vente chez Barnes actuellement? Alors, tout à l'heure, je parlais de cet appartement qui fait que 200... 16e arrondissement. Voilà, que 200 et quelques mètres carrés, qui est vendu pratiquement 10 millions. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire rêver à un certain nombre de personnes. Il nous est arrivé... On a fait la plus belle vente parisienne en 2025, il y a quelques mois, avec un très bel hôtel particulier dans le 7e qui faisait quasiment 2000 mètres carrés avec un très grand jardin. On l'a vendu quasiment 100 millions. Donc ça, c'est vrai, c'est une très très belle vente, absolument exceptionnelle. Mais il faut dire que le bien était tout à fait aussi exceptionnel. Et voilà, on est vraiment sur cette... on va dire sur le haut de gamme et le très haut de gamme. Donc on peut faire rêver avec beaucoup de biens, mais il faut savoir que Barnes, ça n'est pas que des biens d'exception, c'est aussi des biens de qualité qui plaisent à un grand nombre de nos clients. Très bien, mais on va rester quand même bien sûr sur le haut de gamme avec vous, Julien Magiteri, directeur général de Barnes Family Office by Com. Peut-être déjà rappelé, Family Office, mode d'emploi, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est de manière assez simple. C'est une structure qui a pour ambition de coordonner l'ensemble des experts, qui a pour ambition de pouvoir proposer à ses clients une vision cohérente, une vision coordonnée de l'ensemble des investissements réalisés par une famille, par un entrepreneur ou un sportif de haut niveau, je l'évoquais tout à l'heure. Et en tant que chef d'orchestre ou architecte, on a cette vocation de pouvoir suivre l'ensemble des investissements, pas simplement en France, mais d'avoir une lecture internationale de ces investissements et de pouvoir proposer évidemment une solution active, une gestion active de ces participations, de ces investissements dans l'immobilier de prestige, sur le private equity, sur les marchés financiers, et de pouvoir rendre compte à ces familles de manière évidemment totalement indépendante, sans conflit d'intérêts, puisque notre rémunération est indexée sur la performance, et de pouvoir proposer une lecture tout à fait objective des situations et des opportunités proposées par le marché. Avec un accompagnement personnalisé, donc une vision à 360. En quoi est-ce nouvelle génération ? Cette proposition, cette création de valeur était jusqu'à présent réservée aux ultra net worth, c'est-à-dire aux très grandes fortunes françaises, européennes, internationales. Ce qu'on a souhaité faire, c'est finalement démocratiser cette activité. Et sans être schizophrène, la possibilité de proposer en lien avec nos convictions, de pouvoir proposer ces solutions d'investissement. On accompagne les clients à partir d'1 million d'euros, les plus grands ayant plusieurs centaines. Mais l'ambition est de pouvoir réunir les patrimoines, les générations, et de pouvoir mettre en avant nos convictions. Et dans l'environnement actuel, il y a évidemment une raréfaction en fait, des opérations, et des opérations intéressantes, financièrement parlant. Et donc, il faut pouvoir agréger, pouvoir conjuguer justement ces talents, ces expertises que nous avons en interne, de les mettre à disposition du plus grand nombre et de pouvoir, comme je l'évoquais juste avant, de pouvoir coordonner l'ensemble de ces investissements et les proposer à des clients ou à des familles, à des entrepreneurs dont le patrimoine est sur ces niveaux-là, donc de pouvoir leur donner accès à des opportunités d'investissement qui en principe sont réservées à des fortunes beaucoup plus importantes. Alors on va l'évoquer, y a-t-il des inquiétudes justement par rapport à la tension, le contexte international actuel, justement sur des arbitrages, et vous qui accompagnez ces grandes fortunes? Ouais. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste, pas pour l'environnement évidemment géopolitique international. En revanche, je rejoins ce que disait Richard tout à l'heure. Je pense que c'est une opportunité assez rare. Je l'évoquais avec quelques personnes de l'équipe de Barnes. Il y a 2 éléments majeurs. Un,
la stabilité, évidemment, en France, qui est quand même assez rare. Vous pouvez avoir une lecture internationale des choses. Rares sont les zones où il y a assez de stabilité. Je parle évidemment de l'Union européenne au sens large. Les derniers résultats d'élections, évidemment, du week-end dernier, évidemment, le démontrent. Donc je pense que la tendance est plutôt positive. Il y a un autre élément en France, c'est évidemment la thésaurisation. On est quand même sur un stock d'épargne absolument... c'est énorme, on est à plus de 6 000 milliards de stock d'épargne. Donc je pense, compte tenu en plus de ce monde inflationniste que nous connaissons, je pense que l'immobilier de prestige, l'immobilier au sens large, a du sens. Je pense que finalement, les épargnants ou les ménages français seront de toute façon par nature à vouloir, parce que valeur refuge, vouloir réorienter ou orienter une partie de l'épargne vers justement l'immobilier. On est dans un environnement de taux qui est favorable, alors évidemment pas comme en 2022, année record. Donc vous pensez justement que le contexte international finalement va renforcer en tout cas cette envie d'immobilier, cet amour d'immobilier pour la France et pour Paris? Bien sûr, ce que veulent les épargnants, c'est de la stabilité. Vous avez vu la volatilité qu'il y a sur les marchés financiers. On peut prendre le private equity aussi qui sous-entend ou qui nous interroge aujourd'hui sur justement sa fonction et ses performances et ses rémunérations. Évidemment, ça a du sens, ça finance l'économie productive, donc je ne remettrai pas en cause. En revanche, ce que souhaitent les épargnants aujourd'hui, on parlera certainement de la fiscalité, c'est pas tant le taux de la fiscalité ou les réformes fiscales, c'est une stabilité. Une famille définit une stratégie d'investissement. Un entrepreneur définit sa stratégie en lien avec les règles fiscales. On pourrait parler du pacte Dutreil ou d'autres mises à disposition particulièrement écornées ces derniers temps. Mais on a besoin d'avoir un cap et d'avoir cette stabilité-là. Et je trouve, dans l'environnement actuel, avec les tensions géopolitiques internationales, que Paris a du sens, la France a du sens. Richard faisait tout à l'heure une lecture du périmètre parisien et français, suite à votre question. Je développe. On pourrait très bien comparer la France avec d'autres pays, et Richard, je pense, le confirmera. Des places comme New York ou Londres aujourd'hui, ou même Milan plus récemment, sont sur des prix qui n'ont absolument rien à voir. Donc Paris reste, pour moi, une place attractive. La France au sens large, on parlait tout à l'heure d'art de vivre. Évidemment, si on conjugue avec les vignobles ou avec la montagne, je crois que Barnes a dit d'excellents résultats justement sur les stations. On est dans cet environnement-là et je pense qu'il faut pouvoir saisir cette opportunité. Richard, justement pour réagir sur le contexte international et ce que vous demandent aussi les interlocuteurs, les étrangers par rapport à Paris, la situation en France. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de clients étrangers qui s'intéressent à Paris, comme le disait Julien, parce qu'il y a une vraie stabilité, parce qu'on sait que à Paris, malgré ce qu'on évoque en termes de fiscalité, ça reste d'abord une ville merveilleuse, la plus belle ville du monde sans aucun doute. Il suffit de voyager et de revenir à Paris pour se rendre compte que les prix ne sont pas si élevés que ça quand on les compare à d'autres capitales comparables, entre guillemets. L'architecture est sublime. Enfin bon, et puis vous avez tous ces films romantiques qui prouvent bien que Paris continue à faire rêver toute cette clientèle étrangère. Donc, ce que recherche la clientèle étrangère, c'est d'abord l'histoire, donc ces quartiers historiques, le centre de Paris. C'est la sécurité, parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité partout dans le monde. Donc effectivement, tous les éléments qui peuvent rassurer sur le plan de la sécurité un client étranger comptent énormément. Et puis vous avez quelques petits détails qui sont la climatisation, qui sont l'ascenseur, qui sont etc., etc. Donc qui sont des éléments qui viennent se rajouter. Alors le client étranger a de ça de particulier, c'est qu'il vient passer 4 jours et en 4 jours on doit lui trouver son bien. Ouais. Donc ça c'est assez excitant, mais en même temps c'est pas toujours facile. Donc voilà ce qu'on peut dire. Sur le Barnes Global Property Handbook, des éléments, des tendances justement cette année? Oui, alors cette étude que nous sortons chaque année à peu près début mars est intéressante parce qu'on voit bien que finalement l'intérêt des ultra high net worth individuals pour l'immobilier reste toujours très important dans l'ensemble de leurs investissements, que les tendances qu'on retrouve chaque année qui dépendent en réalité de quelques critères qui sont d'abord la praticité, les écoles, les transports, qui sont l'investissement, c'est-à-dire que ce qu'ils achètent doit être rentable, doit être finançable évidemment, mais ensuite rentable, qu'on puisse éventuellement le
le louer. Et puis il y a le côté émotion. Voilà. Donc c'est les trois critères qui sont à la base de leurs envies et de leur intérêt. Il y a aussi la quête du sens dans le luxe aussi. Alors ça, oui, c'est ça, la quête du sens, absolument. Et alors, l'une des tendances qu'on avait mise en valeur dans la dernière étude, c'est qu'il y a un certain nombre de destinations qui étaient saisonnières jusqu'alors et qui deviennent un petit peu, je dirais pas la résidence principale, mais les clients, ils restent beaucoup plus longtemps que prévu. Et finalement, quand ils s'installent à Marbella, c'est pas pour y passer 2 mois, mais c'est peut-être pour y passer une grande partie de l'année. Donc il y a cette tendance-là. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est parce que cette étude a été faite il y a quelques mois, et on voit bien qu'en quelques mois, tellement de choses changent. Et tellement de choses, finalement, peuvent rendre obsolète une analyse. Moi, ce que je peux dire en tous les cas, c'est que d'année en année, vous avez Dubaï, évidemment, qui était récemment très tendance. Vous avez eu Milan qui était très tendance. Vous avez Lisbonne qui était très tendance. Et puis, vous avez donc ces villes qui passent en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4, etc. Mais celle qui est pérenne et qui reste en permanence dans le top 5 ou dans le top 6, c'est Paris, c'est New York, c'est ces villes-là qui sont finalement des villes éternelles et éternellement séduisantes pour cette clientèle. Donc, il y a des effets de mode pour des raisons toujours très spécifiques par période. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la valeur refuge forte, elle est dans ces villes comme Paris. Très bien. Julien, peut-être sur les tendances, vous qui accompagnez ces clients fortunés, vous qui les voyez évoluer au fil du temps, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Ce qui a changé, c'est la diversification du risque pays. Là où auparavant, je parle là pour les résidents, avaient tendance à avoir une lecture franco-française de leurs investissements, aujourd'hui nous sommes sur cette diversification du risque pays, tant pour les pays de manière évidemment intrinsèque, la diversification des dépositariats, donc les établissements bancaires, mais également les solutions d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la position d'ouvrir des bureaux à l'étranger, donc à New York, à Luxembourg et à Genève, avec Dubaï qui est en cours, mais évidemment, compte tenu de l'environnement actuel, nous observons évidemment ces évolutions. Et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accueillir à la fois des clients résidents, mais également des non-résidents, et qui ont pour ambition, et ce qui est nouveau, et vous posiez la question, c'est cette volonté, et ça répond à ce que disait Richard tout à l'heure, je crois que vous les appelez les nomades, d'avoir ces clients ultra net worth, finalement, non plus avec un seul point de repos ou d'accès, mais plutôt d'avoir plusieurs biens. Ça permet à la fois de pouvoir répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de passion, d'engagement, avec bien souvent une ou deux générations qui est complètement, elles, totalement nomades, avec une vision internationale des évolutions professionnelles ou même de leur scolarité. Donc diversification imposée de fait par l'architecture même de l'organisation de la famille, mais pas que. Il y a aussi cette volonté de diversifier ses investissements, et comme le disait Richard tout à l'heure, il y a des zones qui fluctuent. Et évidemment, pour pouvoir faire face ou parer ces fluctuations, il faut avoir cette stratégie de diversification en ayant la possibilité d'avoir une gestion active de ces investissements. Et ça, Barnes y répond avec une logique qui est particulière, et je pense que vous êtes les seuls à le faire, et on s'appuie évidemment sur cela pour accompagner ces clients ultra net worth, c'est d'avoir cette lecture internationale et d'avoir un point d'entrée chez Barnes qui permet de pouvoir réaliser ces investissements avec un seul point d'accès, un seul interlocuteur, et de pouvoir, pour cette clientèle, de pouvoir sélectionner des zones et d'aller chercher ces opportunités d'investissement où elles sont. Et ça, ce qui permet, comme on le disait, on l'évoquait tout à l'heure, d'avoir cette vision globale d'ensemble avec un interlocuteur unique, ce qui fait vraiment la différence. Et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. On ne peut plus distinguer évidemment immobilier de prestige et gestion de fortune. C'est la raison pour laquelle Barnes Family Office by Com existe. C'est justement de conjuguer, de réunir le savoir-faire et l'expertise de Barnes avec l'ingénierie patrimoniale et financière de Com. Quelle est la part de l'intelligence artificielle dans vos métiers? Richard, à vous. Elle est en devenir, elle est terrible cette part. On est tous en train de se poser la question dans tous nos secteurs, qu'est-ce que nous allons devenir, comment les choses vont évoluer avec cette espèce de raz-de-marée absolument exceptionnel et terrible. Alors nous, on le prend plutôt positivement. D'abord, nous avons recruté un directeur de l'innovation et la transformation digitale qui est un jeune génie, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, parce qu'il est clair qu'il va y avoir une révolution en termes d'outils dans l'optimisation de l'efficacité que nous allons pouvoir apporter sur le marché à nos clients. En tous les cas, ce que je pense, je suis très optimiste pour l'immobilier haut de gamme, parce que je pense que plus on va avoir besoin de cette intelligence artificielle pour accompagner nos clients rapidement et efficacement,
plus nous allons avoir besoin d'intelligence émotionnelle avec eux, tout à fait en comparaison, parce qu'on ne pourra jamais faire acheter un appartement à un client sans le mettre dans l'appartement. Oui. Donc, il peut y avoir tous les outils technologiques possibles. De toute façon, pour notre secteur, il me paraît tout à fait évident que l'émotion restera essentielle. Julien ? Elle impacte évidemment nos process, nos méthodes, et elle nous pousse à être encore meilleurs. Je rejoins ce que dit Richard, je pense qu'il y a un élément incontournable. L'intelligence reste évidemment artificielle, ce qui doit faire valoir le jugement, ou en tout cas cette capacité, on parlait tout à l'heure, la première question de sens et de passion, de cohérence. Je pense que justement cette intelligence artificielle a ses propres limites, il faut pouvoir saisir ces opportunités, cette rapidité d'exécution évidemment, elle vient bouleverser nos méthodes et nos process. En revanche, elle nous permet également de pouvoir mettre en avant ce savoir-être que j'évoquais aussi avec vous tout à l'heure, et cette capacité de jugement, de pouvoir passer plus de temps avec nos clients, pour ensuite parfaire évidemment les solutions d'investissement, que ce soit sur l'immobilier de prestige ou pas que, sur les autres classes d'actifs. Donc pour moi, c'est une opportunité majeure qui vient finalement peut-être cliver le marché entre ceux qui y vont et ceux qui hésitent. Je pense qu'il faut faire partie plutôt de ceux qui y vont et de saisir justement les outils et ces opportunités en recrutant chez Barnes ou au sein de Com justement des profils qui ont l'habitude et qui mettent ces solutions à disposition de l'ensemble des équipes et des clients évidemment. Très bien. En conclusion, Richard, peut-être vos conseils pour ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui ? Mon conseil est toujours le même depuis 20 ans, c'est de dire, évidemment, il faut faire attention à l'élément investissement, rentabilité et tout ça, mais si c'est pour sa résidence principale, la première chose, c'est est-ce que ma famille et moi, nous allons être heureux dans cet environnement, dans cet appartement, dans cette maison ? C'est ça qui compte le plus. L'émotion est vraiment essentielle dans cet univers. Voilà. Et j'aimerais juste dire un mot. Si on s'est rapproché de Com pour créer notre Barnes Family Office, c'est parce que, d'abord, il y a eu une relation sympathique, donc encore une fois de l'émotion entre hommes, mais aussi parce que Com a été élu à plusieurs reprises le meilleur family office français dans sa catégorie. Et on essaie de choisir les meilleurs. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Julien Magiteri, merci beaucoup. Merci. Richard Zépine, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Imo.